Coucou! Bonjour et bienvenue sur la chaîne Data qui est Chouette! une chaîne dédiée à la présentation de services data. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Richard et de Alex pour vous parler de PostgreSQL et bien entendu d'AI. Alors Richard, pourquoi Postgre aujourd'hui? En fait, Postgre, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une des bases de données les plus utilisées sur le marché. Donc, l'idée, c'est d'aller un peu plus dans le détail sur cette base. Et pourquoi l'IA? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on remarque dans le monde que de plus en plus de personnes ont besoin d'interagir avec leurs données à travers de l'IA pour discuter simplement avec leurs données. Alors je crois que vous avez préparé quelques démos. On va commencer peut-être par une introduction. Ouais, d'abord introduire le contexte. Donc, ce qu'on remarque, hein, comme je disais précédemment, c'est que de plus en plus, en fait, euh, le besoin métier, les métiers cherchent à discuter avec leurs données. Les données peuvent être de type structuré, à savoir des tableaux ou autres, ou de type non structuré, des PDF, des images, des vidéos. Et pour ça, en fait, on a deux types d'approches. La première approche, c'est ce qu'on appelle de l'approche sémantique. On va faire en fait une recherche de similarité par rapport à un texte ou une image donnée en entrée. Donc, ce n'est pas une réponse qui est précise à 100%, qui n'est pas déterministe. Et la deuxième approche, qui elle est une approche un peu plus déterministe, lorsqu'on cherche notamment à discuter avec des données structurées, on a besoin de savoir exactement une réponse exacte euh, à notre question. Pour vous donner un exemple concret, par exemple, sur un site web, vous cherchez des produits vintage. À ce moment-là, il va automatiquement, grâce à la valeur sémantique, vous retrouver des produits qui ont dans la description une date de création en 1900, ce genre de choses. Et dans le deuxième cas de figure, vous recherchez le chiffre d'affaires des ventes. À ce moment-là, on va taper dans des données structurées. On aura besoin de faire une requête SQL pour répondre à ce besoin-là. Alors ça me rappelle quelque chose. Richard, on avait enregistré récemment une vidéo où on insérait des données de produits et des descriptions dans un type vecteur d'une base de données dans Fabric SQL Database. Là, je comprends que au moins pour cette première recherche sémantique, on va utiliser ce type de colonne qui existe dans PostgreSQL, c'est bien ça? C'est exactement ça. Donc là, ce que l'on va faire, c'est s'appuyer sur des spécificités natives de PostgreSQL pour réaliser ce besoin-là. Comme vous pouvez le voir ici, l'idée, ça va être exactement la même chose, c'est qu'on va avoir des données qu'on va transformer en vecteurs. Ensuite, la recherche, en fait, les critères de recherche, on va les transformer en vecteurs pour faire une étude de similarité. Et à ce moment-là, retourner les produits qui vont correspondre. Donc là, on est purement dans le contexte PostgreSQL. Vous voyez des syntaxes Postgre avec des extensions. Mais pour illustrer tout ça, on va basculer sur une démo avec un exemple. Donc, une démo pour faire du semantic search. Donc ici, ce qu'on va faire, ce que j'ai fait, c'est que je me suis appuyé sur PostgreSQL pour PostgreSQL sur VS Code et donc l'extension Postgre pour VS Code. Vous pouvez voir ici, on est capable de naviguer sur notre arborescence et sur une base de données, nos schémas, nos tables. Et à droite, c'est le code que l'on a utilisé pour pouvoir faire cet exemple. Donc tout d'abord, on a besoin de registrer les extensions. Vous voyez ici, on va s'appuyer sur trois extensions différentes qu'il faudra au préalable enregistrer au niveau du serveur, puis au niveau de la database. Une fois que c'est fait, on va les voir apparaître. Donc ici, les extensions, à quoi elles correspondent? Donc la première, si on regarde dans le tableau, qui est Azure AI, ça va nous permettre de faciliter l'intégration avec notre modèle d'AI, tout simplement. La deuxième, qui est vecteur, va nous faire apparaître le type vecteur au sein de notre database et donc de gérer nos embeddings. Et la troisième, qui est PG 10KNN, les index. Donc ici, vous voyez la syntaxe pour enregistrer un modèle. Donc le endpoint Azure OpenAI avec l'URL dans AI Foundry, puisqu'on va stocker dans AI Foundry, et deux modes en termes d'authentification. Avec la clé,
ou avec la Managed Identity. Et c'est surtout là-dessus qu'on va insister, puisque c'est une des spécificités de Azure PostgreSQL Flexible Server qui va nous permettre ça, une intégration intra. Ensuite, venons à nos données. Nos données, on va prendre une table produit avec des descriptions. Donc là, vous avez un nom de produit, une catégorie et des descriptions. Et donc, on va s'appuyer sur ces données-là pour pouvoir faire notre requête sémantique. Donc, comment on va faire ça? On va tout d'abord avoir besoin de stocker nos embeddings. Donc, pour ça, on va créer une table enfant. Donc ici, avec une relation sur le produit key avec le produit. Puis, vous allez voir, on a un type, le champ embedding de type qui est cette fois-ci vecteur. Donc, vecteur 1536, qui est la dimension, et avec un lien avec notre table produit. Un des points important, qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une dimension représente 4 bytes. Donc 1536 dimensions à 4 bytes, c'est à peu près 6 kilos. Ça va être important dans le design et dans le volume. C'est pour ça qu'on a tendance à créer des tables enfants. Ensuite, là-dessus, pour optimiser nos recherches, on va créer un index de type DiskNN qui est spécifique pour ce type de recherche, avec une méthode de type vector cosine pour calculer le cosinus entre nos vecteurs et récupérer l'indice de similarité. Donc ici, pour créer les embeddings, c'est relativement simple. Vous voyez, on a juste un appel de procédure qui est create embedding. Là, on lui précise le modèle, donc text embedding ADA 002, et on va concaténer sur le produit, subcatégorie et description pour avoir quelque chose de pertinent. Et à ce moment-là, il va nous générer des vecteurs. Une fois qu'on a ces vecteurs-là, on va avoir une dernière requête qui va nous permettre de faire la recherche de similarité. Donc ici, vous voyez, on a le critère de recherche. Je recherche des vélos de type multi-usage. Donc, comment ça va fonctionner? On va créer l'embedding sur ce critère de recherche, donc le vecteur, et ensuite, on va comparer ce vecteur avec les vecteurs que l'on a en base de données, avec un indice de similarité pour récupérer tout ce qui est pertinent. Et à partir de là, on va récupérer les vélos qui vont nous être conseillés, comme vous voyez ici dans la description des vélos multisports ou pour toutes les occasions qui correspondent à notre critère multi-usage. Voilà pour la recherche de similarité. Mais vu qu'on est dans l'extension ES Code, je vous propose aussi de regarder quelques spécificités de cette extension et ce qu'elle va nous permettre de faire. Par exemple, elle s'intègre avec le chat de GitHub Copilot pour pouvoir faire aussi des requêtes en tant que DBA sur votre base de données. Vous voyez ici les modèles que vous pouvez utiliser, donc GPT-4.1 et il y en a plusieurs qui sont proposés. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais demander des informations sur mes tables. Liste-moi les tables avec la taille et calcule-moi le nombre d'enregistrements. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Vu qu'il est en mode agent, il a un accès à ma base de données et il va pouvoir récupérer les informations. Bon, vous voyez ici, il m'indique quand même que pour le count, il s'est appuyé sur une estimation et il me demande si je veux un calcul exact. Là, à 0, ça ne me semble pas pertinent, donc je veux un calcul exact. Donc je lui dis oui, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me compter les enregistrements sur chacune de mes tables. Donc il va générer les requêtes, vous voyez ici, get exact count. Donc il va soit générer une requête pour chacune de mes tables, ou alors si je suis un peu plus précis, je peux lui dire, fais-moi tout ça à une seule requête. Donc là, il me les génère une à une. Bon, des fois, ça prend un petit peu de temps, le temps qu'il réfléchisse. Et vous voyez, il m'a généré toutes les requêtes. Mais surtout, il m'a fait les requêtes et il m'a fait l'agrégation tout seul. Vous allez voir à droite, ça, c'est les requêtes en fait qu'il a exécutées pour récupérer les informations. Donc, il est assez intelligent pour faire les différentes requêtes. Et ensuite, tout ce qui est jointure qu'on ferait habituellement en base de données, c'est lui qui le fait automatiquement et vous présente le tableau. Si on va aller un peu plus loin, un autre petit exemple, et après je terminerai là-dessus, c'est par exemple, quels sont les index de type DiskNN que tu as en base de données? Bon, à ce moment-là, il va interroger la base et il me retourne directement la table, donc mon product embedding, avec cet index-là.
Ça vous permet d'accélérer l'accès à votre base de données. Si vous ne connaissez pas toutes les syntaxes, toutes les vues système, etc., ça vous facilite grandement la vie, surtout lorsque c'est une technologie que vous connaissez moins que d'autres, quoi. Et là, tu n'as pas eu besoin de MCP Server? Pas du tout, c'est intégré avec l'extension PostgreSQL qui vous permet de faire ça. Donc il n'y a rien à développer supplémentaire, c'est natif. Il faut juste s'interfacer avec un GitHub Copilot, qui est le moteur qui nous fournit les algorithmes, les modèles, j'allais dire LLM. Donc ça, c'est une super introduction pour voir comment on va pouvoir porter ces technologies-là dans vos applications, dans les applications. Et le disque ANN, Richard, il est spécifique à Azure? Et pour moi, il est spécifique à Azure et donc on va pouvoir le retrouver dans plusieurs bases de données côté Azure, comme SQL Server, comme Cosmos DB, etc. On mettra des informations sur le disque ANN en lien de la vidéo en commentaire. On suppose que Microsoft Fabric SQL Database le supportera bientôt. Alors là, on a vu la recherche sémantique, on imagine le DBA aussi avec son outil Copilot pour interagir plus simplement avec sa base de données. J'imagine que dans une application, après, on va vouloir peut-être poser des questions spécifiques et recevoir des réponses aussi très détaillées et peut-être directement issues de données dans la base de données. Exactement. Si on reprend notre exemple qu'on avait abordé au tout début de cette présentation, on a potentiellement un decision maker qui a besoin de connaître le nombre de ventes sur un certain produit. Et pour cela, on a besoin de générer une requête SQL. Donc, comment ça marche en fait? Bah, on va avoir l'utilisateur qui va poser sa question en français, en anglais, peu importe. On va aller interroger le modèle de données de la base de données. Ensuite, un LLM va venir générer la requête qui va être exécutée ensuite à cette base. Et on peut même aller plus loin. À travers un agent, on va pouvoir avoir la possibilité de ensuite potentiellement générer du code sur la sortie de notre requête pour pouvoir générer un graphe et donc amener du visuel. Je viens de dire le mot agent. Qu'est-ce qu'un agent? En fait, un agent consiste en un modèle de données, un LLM, qui a potentiellement accès à un ou plusieurs tools. Qu'est-ce qu'un tool? Ça peut être une base de connaissances, mais également la possibilité de faire des actions, déclencher un email, déclencher une logic app pour pouvoir aller insérer une donnée vers une autre base de données. Un agent, ça a également la possibilité de suivre un fil de discussion, ce qu'on appelle un thread. Voilà. Et si on reprend notre contexte, l'idée, c'est de positionner un agent à disposition de notre utilisateur qui va avoir la possibilité d'orchestrer plusieurs tools, à savoir un premier tool de vector search pour faire de la recherche sémantique ou de natural language, ce qui est représenté par le SQL Query ici, ou encore la possibilité de générer du code et des images à travers un code interpréteur. Ça, c'est notre agent qui va choisir le meilleur tool en fonction de la question. Et est-ce qu'il va pouvoir retourner à partir d'une réponse du vecteur pour une question sur le SQL et après le code interpréteur pour le graphique? Exactement. L'idée, en fait, à travers le thread de l'agent, donc l'historique de la conversation, l'agent qui peut garder en mémoire l'historique de notre conversation avec notre utilisateur, il va également récupérer la sortie de chaque appel au tool pour pouvoir la passer potentiellement au tool d'après. Concrètement, on a monté une petite démo avec Richard qui illustre ce schéma. Donc, on va vous présenter l'architecture technique dans le slide d'après. En fait, on a un agent AI Foundry qu'on a mis à disposition de notre utilisateur et qui va pouvoir communiquer avec notre base de données à travers un MCP Server. Donc, petit rappel, un MCP Server, c'est une couche d'abstraction qui vient standardiser à travers le protocole MCP la mise à disposition des tools pour des agents ou des clients. Donc là, on va retrouver notre serveur MCP, qui va contenir un certain nombre de méthodes pour pouvoir interagir avec notre base de données. On va retrouver une méthode, par exemple getDatabase ou queryData, qui va nous permettre de construire notre requête SQL, ou encore getSimilarityProduct, qui va nous permettre de faire notre recherche vectorielle. Alors ça, c'est un MCP serveur que vous avez codé vous en Python?
Exactement, en fait. Il y a un repo qui existe avec un MCP serveur standard pour PostgreSQL, pardon, mais nous, on est venu l'enrichir. On a rajouté un certain nombre de méthodes, notamment getSimilarity_product pour pouvoir faire notre recherche vectorielle. Et en fait, là, on a décidé de le déployer sur un conteneur apps, mais on aurait très bien pu le déployer sur une Azure Function. Ok, et vous partagerez peut-être le code source de cette démo après coup? Exactement. Il n'est Top. pas encore prêt à 100%, mais voilà. Et du coup, cet agent, en fait, on l'a exposé à travers une web app pour que l'utilisateur puisse avoir une interface utilisateur et poser ses questions directement à cet agent. On va voir ça en démo. Voilà. Donc, on a fait une petite Magnifique. démo. Donc, c'est une appli, une Streamlit très simple, avec une possibilité d'initialiser un agent. Donc, derrière, ce qui se passe, c'est que c'est sur AI Foundry un agent managé qui est initialisé. Donc, on lui retrouve un ID et également, il y a un thread, donc l'historique de la conversation qui est initialisé. On a ensuite la possibilité de poser différentes questions. Donc là, je pose une première question où je lui demande, comme ce qu'avait fait Richard précédemment, de me donner un conseil sur de me donner 3 vélos qui pourraient convenir pour faire tout type d'activité. Donc on peut voir que l'agent réfléchit et va décider quel tool il va appeler. Et donc là, on peut voir qu'il nous a trouvé 3 vélos qui permettent de faire tout type d'activité. Donc là, plutôt une recherche de similarité. Donc c'est une recherche de similarité, exactement. Ensuite, on va lui demander, on va là faire une question un peu plus déterministe. On va chercher à savoir combien combien il y a eu de ventes pour ces 3 vélos, pour chaque année. Donc ce qui va se traduire naturellement par une requête SQL. On cherche des nombres exacts et pas quelque chose d'approximatif. Donc là encore, le LLM va décider quel tool il va appeler. Et là, on peut voir que pour 2012, il nous a trouvé 3 ventes pour le vélo numéro 1, en 2013, 232. Et pour aller plus loin, maintenant, on va lui demander de nous faire un graphe, de nous générer une image. Et pour cela, en fait, il va faire appel à son 3e tool, qui est le code interpréteur. Le code interpréteur, juste pour rappel, c'est un tool qui permet de générer du code Python. Et donc, l'agent va générer du code Python qui va permettre de générer ce graphe. Voilà. Ah, c'est pas mal. Et on voit, tu pourrais monitorer les échanges qu'il a eus. J'ai récupéré l'info, puis après je fais appel à l'interpréteur. Exactement, c'est ce que Richard va vous montrer dans quelques secondes. Tu es en train de nous spolier. Super. Regardons ça. Et je vais vous montrer ça par une autre démo. Qu'est-ce qui se passe en fait derrière l'interface? Donc, retournons dans VS Code. Donc, à partir de VS Code, ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser un MCP. Donc, ici, je vais dans le chat. Et au niveau du chat, en bas, vous voyez, on a la possibilité de se mettre en mode agent, ici. Et à ce moment-là, de choisir aussi un modèle et de spécifier notre MCP serveur, les outils. Par exemple, ici, vous voyez, on a un MCP serveur qui est PostgreSQL test avec différentes méthodes qu'a décrite Alex, donc la similarité, etc. Et à ce moment-là, on peut aussi accéder à la configuration. C'est à partir d'ici qu'on va définir notre MCP serveur dans cette fichier de configuration. Donc là, ça peut être en local ou ça peut être à distance. Et donc là, ce que je vais refaire, c'est que, vu que je suis dans un contexte un peu plus développement, je vais rajouter, pour donner du contexte, un prompt dans ma conversation pour expliquer un petit peu ce que je souhaite faire et quels outils utiliser, etc. Et là, à ce moment-là, je vais reposer la question que vous avez vue précédemment. Donc, conseille-moi différents vélos. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'identifier le tools. Donc là, il a identifié qu'il fallait utiliser le get similar product. Donc là, c'est l'appel à l'équivalent d'une procédure stockée avec la description et il va me faire le résultat. Donc, dans le détail, donc automatiquement, le search il me l'aura identifié et on a la réponse. Et à partir de cette réponse-là, le LLM la met en forme.
Donc l'avantage, c'est que ça permet de suivre étape par étape. Maintenant, on veut savoir, par exemple, là, on demande donne-moi les ventes sur ces 3 produits. Donc il est capable de reprendre l'information précédente. Donc là, vu que je lui pose une question déterministe, il a besoin de récupérer le schéma pour pouvoir faire sa requête. S'il ne connaît pas le schéma, c'est difficile de deviner les tables. Et à partir de là, il va me générer, le LLM va générer la requête. Donc la première chose, le retour sur le schéma, donc les tables et les colonnes, et ensuite la requête, qui va nous permettre de récupérer les informations. Et Donc là, on là, peut voir qu'il a fait, Richard, 2 appels en fait. tout à fait. Il a fait 2 appels, il a appelé un premier tool, le deuxième tool. Là, juste après, je vais faire un autre exemple justement pour demander de l'information aussi, par exemple sur les ventes par catégorie, par année. Et à ce moment-là, on va voir qu'il ne refait pas appel au schéma puisqu'il l'a déjà. Et à ce moment-là, il génère juste la requête puisqu'il l'avait dans son contexte. Et là, on va pouvoir avoir les informations que l'on désire. Après, bien sûr, la restitution, on va pouvoir la formater aussi comme l'on veut. Il faudra juste donner des indications dans le prompt pour ça. Si on le veut sous cette forme-là, ou par exemple si on le voulait sous forme d'un tableau, ou voire même nous générer un fichier CSV, ça serait tout à fait faisable grâce au LLM. Ce qu'il faut noter également, c'est que du coup, cette trace, on a la possibilité, bien entendu, de l'avoir avec l'agent AI Foundry. La sauvegarder, la monitorer. Exactement. Tout à fait. Et donc là, l'intégration avec VS Code, on est plutôt en mode développement. Donc là, on va pouvoir affiner nos prompts, etc. et travailler aussi sur les outils, puisque là, on trace l'intégralité. Et voilà, vous venez voir l'envers du décor de l'interrogation à la base PostgreSQL via un LLM et des agents. Super. Ben, merci beaucoup pour cette super démo. On a vu, donc si on récapitule un peu, PostgreSQL avec son type de colonne vecteur et son index 10KNN. On mettra toutes les infos dans le commentaire de la vidéo. Pour une recherche sémantique sur des données structurées et non, avec notamment ce type vecteur, au sein d'une même base de données. Exactement. Et en fait, on a l'orchestration de tout ça à travers un agent AI. Et vous avez pu voir aussi les différents outils intégrés à VS Code pour utiliser directement le MCP Server, ainsi que l'extension PostgreSQL pour pouvoir interroger votre base et pour accomplir des tâches de DBA avec l'aide de l'IA. J'attends le repo pour pouvoir tester tout ça chez moi, hein, messieurs. On va partager ça. Et bien sûr. Super. Ben, merci beaucoup. C'est la fin de cet enregistrement. N'hésitez pas à vous abonner et on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt.